Eh les amis, bon, ça fait plusieurs vidéos que je vous explique comment foutre le bordel dans un repas de famille. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Parce que ce qui est encore bien plus drôle que de créer un débat, parfois inutile, je vous l'accorde, c'est de s'allier ensemble vers une cible commune. Et là oui, il y a moyen que même tonton Roger relou, ils prennent du kiff. Et donc, contrairement aux dernières vidéos de ce concept où on comparait deux légendes du sport auto, ici on va plutôt se pencher sur... ouais, si, en fait, des légendes aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Et le but, c'est de trouver qui pourrait en fait être le what. Pour les non-anglophones, je le mets ici. Et pour ce premier combat sanglant, ou plutôt mécanique, j'aurais peut-être pu prendre Stroll, Mazepin, ou même probablement Nyck de Vries, mais à la place, pour vous faire la vidéo la plus spectaculaire possible, on va dire ça comme ça, ceux qui m'ont quand même vachement plus convaincu comme challenger, c'était un certain Latifi et un Maldonado. Bien sûr, si t'as d'autres idées de pilotes comme ça en tête, bon bah je t'invite à le dire en commentaire, t'es pas à l'abri d'avoir plusieurs épisodes. Mais bon, pour pas les rater, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, tu commences à avoir l'habitude. Ici, encore une fois, on va pas parler purement performance. Déjà, parce que c'est chiant, mais surtout parce que la légende de ces hommes ne s'est pas faite avec un temps autour en particulier. Et c'est d'ailleurs ça le problème, je pense. Et pourtant, leur coup d'éclat, ils vont quand même réussir à changer la Formule 1 dans son histoire tout entière, avec des conséquences qui sont parfois inattendues. Alors prépare-toi, fais du popcorn. On y va. Déjà, ce qui est important de signaler, c'est que pour avoir le droit et l'honneur d'être en cible dans cette vidéo, il faut pas juste avoir fait 2-3 conneries. Non, non. Il va falloir compiler. Et ça, pas seulement ponctuellement. Non, non. Depuis le début de ta carrière. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour ces deux-là, il y a des choses à dire. Ensuite, oublie pas, à la fin, je fais tout le temps un petit bilan comparatif où je donne mon avis, je distribue les points, voilà, pour savoir qui sera le meilleur du pire, du coup. Et bien sûr, ce sera aussi à toi de donner le tien. Bon, sinon, c'est beaucoup moins drôle. Mais avant d'en arriver là, on va pas brûler les étapes. Commençons déjà par la base. Comment ces gens ont pu arriver en Formule 1? En général, quand on parle d'obtenir un baquet, c'est normalement un parcours d'excellence où tes performances te permettent de te faire remarquer et d'avoir en quelque sorte la conviction que tu puisses devenir un jour un champion. Ça, c'est la théorie. Mais pour ces deux-là, ça va être un petit peu différent. Commençons par notre cher Pastor Maldonado. Pour faire les présentations, c'est un pilote d'origine vénézuélienne né en 1985. Il va arriver en monoplace en 2002 dans le championnat du même pays en Formula Ford. Ensuite, il va se retrouver en Formule Renault 2 où il va devenir champion de l'hiver 2003 et finalement champion principal en 2004. Après avoir entendu ça, tu vas te dire ok, c'est cool, non? Pourquoi il est dans la vidéo alors? Et je te dirais que oui, c'est vrai. Pour un début, c'est pas mal. En plus, en 2005, il va rejoindre la World Series by Renault sans passer par la F3 et ça, dans l'idée, c'est cool. Mais il en faut, sinon ça sert à rien. Si je te dis qu'il va arriver à se retrouver banni pendant 4 courses et banni à vie du circuit de Monaco, qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, il va provoquer un accident sous drapeau jaune pendant les essais sur cette même piste parce qu'il n'a pas suivi les recommandations de sécurité. Et du coup, il va percuter et blesser un commissaire de piste qui se trouvait là justement pour s'occuper d'une autre voiture qui avait eu un accident. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que, plot twist numéro 1, Papa Maldonado, voyant que son fils aurait probablement des petits soucis dans sa carrière si la sanction tombait, il va copieusement sortir le carnet de chèques en payant les frais médicaux de la victime, histoire que de dire ouais, ça va, on s'en occupe, c'est pas si grave. Et ça passe. Et on va oublier un petit peu cette histoire. Donc on avance un petit peu et Pastor, il va arriver en GP2 où ça va se passer correctement malgré quelques accidents. Il va terminer 8ème du championnat en 2008. Bon bah voilà, comme je te l'ai dit, correctement. En 2009, il choisit de signer chez Hard Grand Prix où il va se faire devancer par un certain... Et là ça se passera un petit peu mieux parce qu'il va finir 6ème. Encore une fois, ok, ça passe. Et bon, c'est qu'en 2010, au bout de sa 4e saison en GP2, et en étant de retour dans son écurie Piquet Sport, maintenant d'ailleurs appelé Rapax Team, qui va enfin remporter ce championnat, et ça devant un certain Sergio Pérez, pour la petite anecdote. Et donc selon toi, à ce moment-là, est-ce que son talent, c'est ça qui lui a donné une carte pour la F1? Pas vraiment. Mais de toute façon, en Formule 1, si t'as pas cette performance ultime, tu peux toujours avoir le ticket d'or qui surpasse tout le reste. La thune.
Et c'est ce qui va se passer pour Pastor, avec un sponsor nommé PDVSA, un pétrolier vénézuélien qui va signer un chèque à 8 chiffres pour le mettre dans la monoplace. Oui, il n'y a pas d'erreur, 8 chiffres. Et forcément, avec l'argent que demande la Formule 1, il y a un moyen que ça fasse pencher un petit peu la balance. Un tout petit peu, hein. Et c'est comme ça que notre cher Maldonado allait signer chez Williams. Mais maintenant, passons à notre deuxième challenger, notre petit Latifi. En vrai, on est méchant avec lui, parce qu'il se prend des balles perdues tout le temps, et même par Isaac Hadjar dans une vidéo de Combeni. Je suis certain de battre Nicolas Latifi. Voilà. C'est quand même spécial d'en arriver là, hein. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un pilote canadien qui va commencer en monoplace en 2012. Est-ce qu'il va briller dans les championnats par ses perfs? Non. Il va commencer avec le championnat d'Italie en Formule 3 où il va faire quelques podiums, plusieurs rentrées dans le top 10 pour finir à la fin de l'année 7ème. Je veux quand même souligner qu'il va avoir une victoire à Vallelunga parce que c'est déjà ça. Ensuite, il évolue et il passe en F3 en championnat d'Europe, puis en GP2 où, en fait, si tu fais les comptes, jusqu'en 2017, il va avoir 0 victoire. Et où son meilleur classement à la fin des championnats sera justement 5ème en 2017. Ça l'empêchera pas à côté d'être quand même pilote d'essai chez Renault à partir de 2016. Il ira ensuite toujours en pilote d'essai chez Force India en 2018, tout en continuant la F2 en parallèle, où d'ailleurs il remportera cette fois une course à Sochi. Puis en 2019, il va encore changer de crèmerie pour devenir toujours pilote d'essai, mais cette fois chez Williams, et encore poursuivre une nouvelle aventure en parallèle en F2 avec l'écurie Dams. Et là, faut être honnête, c'est plutôt une bonne saison pour lui avec 4 victoires et une 2ème place en championnat derrière un certain Nick De Vries. Bon, après, vous faites ce que vous voulez de cette info, hein. Et donc la vraie question, c'est comment un pilote au final moyen et non un champion va-t-il arriver en F1? Bah oui. Encore. Son père étant le gérant d'une société nommée Sofina Foods, qui a un chiffre d'affaires estimé à 4,8 milliards de dollars. Et il va contribuer à dire que oui, son fils, il a le talent nécessaire pour arriver en F1, du moment qu'il est accompagné d'un chèque avec plein de zéros dessus. Et quand t'es une équipe qui à une époque galère au niveau de l'argent, c'est-à-dire Williams, et bah tu dis souvent oui en fait, hein. Et voilà, après un petit passage à la banque, notre petit Nicolas, il était en route pour la F1. Donc maintenant qu'on sait comment ils sont arrivés dans leur baquet, est-ce que cette évolution va faire que leur potentiel il va être révélé au grand jour? Retour avec Maldonado. Faut quand même lui donner le titre du premier Vénézuélien qui s'est retrouvé en F1 depuis 1984. Quand même pas mal, un petit record. Mais en 2011, quand il arrive, il est aux côtés de Rubens Barrichello. Mais le problème, c'est que chez Williams, à cette époque, niveau performance, c'est compliqué. Il va devoir se contenter des fonds de grille et il va finir à la 19e place du championnat avec un total de 1 point pour 6 abandons. Pour l'année suivante et son début de saison, ça va pas encore être très sympa, malgré qu'il montre quand même des bonnes choses. Mais bien souvent, ses performances, ça se termine en abandon. On y reviendra un petit peu plus tard. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le Grand Prix d'Espagne, où il va nous faire un espèce d'énorme bug dans la matrice. Il va réussir à réaliser le 2e temps des qualifs, et à cause d'un déclassement de Lewis Hamilton pour un problème de quantité d'essence, notre petit Pastor, il va se retrouver en pole position. Et c'est là où ça devient quand même pas mal intéressant, parce qu'après une course où la stratégie de changement de pneus va être décisive, il va franchir la ligne d'arrivée en pole position. Ça sortait de nulle part et ça va rester dans l'histoire. Pastor Maldonado va rester chez Williams jusqu'en 2014. Ensuite, il va rejoindre Lotus où, en fait, en vrai, ça sera guère mieux. Il va souvent se faire dominer par Grosjean et provoquera des crashs mythiques, si on peut dire. Mais là encore, on y reviendra plus tard. Ce qu'il faut retenir de ce côté performance, c'est que sur 96 courses où il a pris le départ, notre cher monsieur, il a fait 32 abandons. Soit littéralement un Grand Prix pour 3 si t'es nul en maths. Et donc forcément dans ce comparatif, est-ce que cette performance permet de battre notre cher challenger? Du côté de Latifi, en 2020, il débute chez Williams aux côtés de George Russell. Bon, déjà, pas de chance pour lui, son coéquipier, c'est un futur top pilote. Mais surtout, Williams, encore une fois, est en mode survie. Et la voiture, c'est un pur déchet. Donc bon, on va pas trop lui taper dessus sur ce point-là. Mais quand même, il faut signifier qu'à la fin de l'année, il va réussir à se classer 21e sur 20. Oui.
c'est possible. Comment alors qu'il n'y a que 20 voitures? Parce qu'il y a eu Hülkenberg, remplaçant ponctuel chez Racing Point, qui a marqué des points et pas lui. Si on veut être un petit peu plus exhaustif en parlant de performance, on va comparer les deux voitures. Au niveau de ses perfs, face à Russell, 0 sur 16. On va s'arrêter là, et donc on se dit, est-ce que 2021, on peut espérer des progrès? Bon, cette fois, c'est vrai qu'avec Williams, ils sont un poil plus compétitifs. Russell va même arriver à faire un podium. Mais le problème, c'est que Latifi, lui, il est toujours en mode « Excusez-moi, je suis là, passez, il n'y a pas de problème, je vais pas trop me battre. » Je suis méchant, mais c'est vrai qu'il offre pas de grande résistance sur la course. Il va quand même réussir à marquer 7 points, notamment grâce à une course chaotique en Hongrie, où après un carambolage général au départ, il va se retrouver 3ème. Mais encore une fois, comme il est très poli, il laisse les autres passer et il finira 8ème. Et ça, en vrai, c'est son vrai problème. Il a un manque total d'attaque en course. Il se fait littéralement dépasser par tout le monde. Et si on regarde aussi au niveau de l'affrontement avec son coéquipier, c'est toujours pas glorieux parce qu'il va jamais le battre dans cette saison non plus. Avançons encore un petit peu, en 2022, la Williams, ça redevient une brouette. Mais cette fois, Latifi, il a plus Russell pour justifier de ses performances en mode il est meilleur, etc. Non, il a un nouveau coéquipier, Alex Albon, qui a passé 1 an sans Formule 1 et qui revient d'un cogé sympathique, on va dire ça comme ça. Résultat, Latifi versus Albon en qualif, 2 contre 20. Il va marquer 2 points contre 4 pour Albon et y finir avant-dernier du championnat. Encore une fois, c'est pas très glorieux. Mais c'est pas assez pour en faire un monument de la loose en Formule 1. Alors avançons un peu vers la prochaine partie. Maintenant qu'on est rentré dans le vif du sujet, passons à une partie croustillante. Leur crash et leur erreur légendaire. C'est vrai que pour Maldonado, faut dire que les crashs, c'est un petit peu son dada. Au point que si tu tapes son nom sur YouTube, ses highlights, c'est souvent ces compiles de crash. Du coup, c'était plutôt pratique pour faire la vidéo, je vais pas te mentir. Et c'est vrai qu'avec son nombre de DNF, Maldonado, il a accumulé une série d'accidents mémorables durant sa carrière en F1. Et même avant, d'ailleurs. On pourra citer par exemple le Grand Prix de Belgique en 2012. Après avoir été pénalisé pour un incident dans les qualifs, il est indirectement impliqué dans un départ chaotique. Il est accusé d'avoir anticipé le départ, que tu peux voir un petit peu là, ce qui contribue à foutre le bazar avec tout le monde pour arriver au premier virage et faire un énorme carambolage avec plusieurs voitures. J'ai commencé avec celle-là parce que c'était impressionnant, mais je sais que tu vas me dire oui, il n'est pas directement impliqué dedans, etc. Ok, je te l'accorde, mais c'est vrai que c'était quand même pas mal ressorti du début. Du coup, parlons du Grand Prix de Bahreïn en 2014. Il va entrer en collision avec Esteban Gutiérrez lors du 41e tour en envoyant ce dernier hors de la piste en tonneau. Heureusement, plus de peur que de mal parce que là c'était chaud quand même. On a aussi le Grand Prix de Monaco 2012. Lors des essais libres, il va s'accidenter seul au virage du casino, endommageant en plus sérieusement sa monoplace. Bien sûr, je vais pas te citer tous ces incidents, c'est qu'un petit échantillon de ce que tu peux voir et que je te mets un petit peu à l'écran et qu'on peut admirer des nombreuses péripéties de Maldonado en piste, qui lui ont d'ailleurs valu une réputation de pilote peut-être rapide, mais surtout imprévisible. Ce qui m'amène d'ailleurs à cette petite anecdote, parce que ces crashs, ils vont lui valoir un petit surnom, Crash Thor. Voilà. Je te laisse avec cette info. Pour Latifi, c'est un peu différent. Il a certes été impliqué dans moins d'accidents que Maldonado, mais certains de ces incidents, ils vont avoir un impact significatif quand même. Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2022. Sûrement un des pires week-ends pour lui, après certains événements. Lors des qualifications à Jeddah, il perd le contrôle de sa voiture en Q1, percutant le mur et entraînant un drapeau rouge. Sauf que ça lui suffit pas. Un seul accident pendant le week-end, c'est nul. Alors le jour de la course, il va se recracher encore. Un running gag. On peut aussi voir ce genre de moment comme à Melbourne en 2022 où les grands esprits se rencontrent avec Stroll. Ouais, je sais. Après, il a aussi des problèmes des fois à se rappeler de comment un circuit est fait, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis forcément, est-ce qu'on peut oublier le crash qui, je pense, l'a rendu plus célèbre que s'il était devenu champion? Abu Dhabi 2021. Des accidents, ça arrive. Mais quand ton accident, il va décider du sort de la saison, et qu'en plus, ça va provoquer probablement un des plus gros traumatismes de la F1, notamment pour les fans de Mercedes, qui s'en sont toujours parmi pour beaucoup, ça donne que, dans les derniers tours, Latifi, il perd le contrôle de sa Williams après un duel avec Mick Schumacher et s'écrase
contre le mur. Ce qui va provoquer la sortie de la voiture de sécurité. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais cet événement, on savait pas qu'il allait jouer un rôle crucial dans l'issue du championnat. Et je vais pas refaire l'histoire parce que certains, je suis sûr, sont déjà en train de transpirer et de saigner du nez. Et donc suite à cet incident, c'est comme ça qu'on va voir Verstappen gagner le championnat et Hamilton se retrouver second. Et c'est là où ça devient un délire. Latifi, il a été la cible d'une vague massive de harcèlement. Il a même déclaré, du coup, ce qui m'a choqué, c'est le ton extrême de la haine, des abus et même des menaces de mort que j'ai reçues. Au point que pour assurer sa sécurité lorsqu'il apparaissait publiquement après l'incident, il a dû engager une équipe de sécurité supplémentaire. Mais malgré cette épreuve, Latifi a affirmé que les répercussions de cet accident, ils n'avaient pas affecté sa confiance en lui pour la saison suivante. Ouais. Bon, cette partie c'est difficile à croire quand même. Mais c'est vraiment ouf parce que là c'est le cas où une erreur a eu des conséquences tellement disproportionnées sur la vie de tellement de gens. Et je pense personnellement pas que ça peut laisser quelqu'un indemne. Pas comme ça. Et petit à petit tu te doutes que on arrive à ce point où la fin de l'aventure, quand ton équipe en peut plus vraiment de toi. C'est sûr qu'à un moment les patrons d'écurie, ils vont commencer à suer. Sûrement même qu'il y a certains ingénieurs qui vont faire leur CV en douce histoire d'aller peut-être autre part, et probablement que certains mécanos vont développer un syndrome de stress post-traumatique à force de réparer la même voiture tous les week-ends. Et d'ailleurs l'histoire se répète, hein. Rappelez-vous Williams cette année, il y en a qui à mon avis ont peut-être dû commencer une thérapie à la fin de la saison. Parce que oui, pilote payant ou pas, il y a un moment, il faut arrêter le massacre. D'un côté on a Pastor Maldonado, un mec qui détruit plus de voitures que sur Destruction Derby sur PlayStation. Bon celle-là ok, si t'es né après 2000, c'est sûr que tu l'auras pas. Ça s'est passé il y a 84 ans. De l'autre, Nicolas Latifi, un mec tellement invisible qu'on a mis 3 ans à capter qu'il servait à rien. Pour Maldonado, le leitmotiv c'était bon on veut bien l'argent, mais là faut arrêter. Quand Williams et Lotus ils ont signé avec Pastor, il se dit bon c'est sûr on va prendre un peu cher niveau carbone, mais au moins avec l'argent qui nous ramène, c'est pas mal. Mais faut aussi avoir le mindset du pilote payant, tu vois, parce que quand il est décidé qu'il serait plus chez Williams la saison suivante, donc il allait se retrouver après chez Lotus, il a un espèce de coup de génie où le mec va quand même accuser son équipe de saboter sa voiture pour booster celle de Valtteri Bottas. Frérot, vraiment, t'as craché la voiture 10 fois cette saison. Mais quand justement il arrive chez Lotus pour la même raison que chez Williams, c'est-à-dire la thune, ils vont se rendre compte que même avec une tonne de pesos, Maldonado c'est invivable. Double problème également, c'est que le cours du pétrole au Venezuela, il va prendre un tir à cette période. Donc le sponsor va aussi annoncer que le chèque, il serait peut-être plus aussi gros. Et donc quand Renault rachète l'écurie en 2015, son premier move en sachant ça, c'est que Pastor... Et si on va du côté de chez Williams, pour Latifi c'était un peu depuis combien de temps il est là lui déjà? Le truc c'est ça, c'est que Latifi il est là, mais il est pas là en fait, sauf quand tu vois que son nom il est associé à de l'argent. Il ramène les millions de papas, donc Williams le garde en attendant de trouver un meilleur compromis. Et le compromis va arriver pendant le Grand Prix d'Italie en 2022 où Nick De Vries va remplacer Albon qui a une appendicite. Ça vous rappelle pas un truc ça? Et Nick va faire P9 direct. Il marque le même nombre de points en une course que Latifi sur une saison. Et là Williams, on sait pas trop, mais ils vont ouvrir les yeux et ils vont réaliser enfin. 2 semaines plus tard, Williams officialise son départ. Voilà. Le truc un peu drôle, je trouve, avec le départ de Latifi de Williams, c'est que le 18 juillet 2023, il annonce reprendre ses études pour débuter un master en administration des affaires à la London Business School. Soit disant que ça va pas l'éloigner obligatoirement des circuits. Bon, en attendant, on le voit plus trop. Et voilà, donc déjà pas mal de raisons de faire le point sur ces deux pilotes. Et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, maintenant, le plus intéressant, ou pas, je sais pas, c'est à toi de voir, c'est de passer au classement. Encore une fois, le but ici, c'est de départager, de donner mon avis et surtout d'avoir le tien. Et justement pour montrer que ce que je pense n'est pas le point de vue ultime. Allez, c'est parti. Donc dans cette petite compétition, comme d'hab, ça va être 10 points pour le gagnant et 8 points pour le second. Première catégorie, leur arrivée en F1. Pour Maldonado, il a été champion de GP2, mais bon, si un pétrolier vénézuélien n'avait pas décidé de financer sa carrière à coups de millions, on l'aurait jamais vu en F1. Pour Latifi, aucun titre majeur en F2, il était bon sans plus, mais Papa Latifi étant milliardaire, et comme chez Williams, on aime l'argent, je pense qu'ici, c'est assez clair que c'est 10 points pour Latifi, vu que 100%
100% acheté et 8 points pour Maldonado parce que il y avait un gros chèque mais aussi du talent au niveau de ses résultats. Catégorie numéro 2, le ratio de leurs points en carrière. Parce que c'est bien beau d'être en F1, mais encore faut-il marquer des points. Maldonado, c'est 76 points en carrière. Sauf que 67 de ces points viennent d'une seule saison en 2012. Le reste du temps, c'était des abandons. Pour Latifi, 9 points en 3 saisons. Donc forcément, tu te doutes que dans le classement du WOT, c'est Latifi qui va encore une fois prendre les points. Catégorie numéro 3, le nombre d'abandons et de DNF. Parce que casser sa voiture, c'est un peu un vrai talent pour Maldonado. 32 abandons en 96 courses. À ce stade, c'est plus un pilote, hein, c'est juste un crash test. Du côté de Latifi, c'est quand même un petit peu mieux. 14 abandons en 61 courses. C'est moins que Maldonado, mais comme je te le dis, ça reste pas ouf. Donc cette fois, c'est 10 points pour Maldonado et 8 points pour Latifi. Quatrième catégorie, le coup d'éclat, leur moment de gloire. Maldonado, c'est une victoire énorme à Barcelone qui crée la surprise en 2012 où il va battre Alonso et Raikkonen. C'est probablement un des plus improbables des gagnants de Formule 1. Latifi, je te l'ai déjà dit, son meilleur exploit, c'est en Hongrie, après un carnage au départ. Bon bah on va donner les 10 points pour Maldonado, comme c'est un peu le plus gros glitch de l'histoire de la F1, et 8 points pour Latifi. Cinquième catégorie, leur crash et moment un peu what the fuck. Maldonado, Bahreïn 2014, Monaco 2015. Raining too much. Okay, Pastor, understood. Bring the car back then, please, Pastor. Et il y a l'autre Latifi, Arabie Saoudite 2022, son crash en sortie des stands, Suzuka 2022, où il se perd sur le circuit. Certes, il se crashait moins souvent, mais jamais au bon moment. Pour ça, 10 points pour Maldonado, 8 points pour Latifi. Et enfin, sixième catégorie, leur impact sur leur F1, volontairement ou non. Maldonado, ce qu'on peut dire, c'est que son impact, il a surtout été pour son écurie, où il a sûrement terrorisé pas mal d'ingénieurs et de mécanos, et il a aussi ruiné pas mal de courses d'autres pilotes. Mais pour Latifi, ce qui est un peu ultime là-dedans, c'est que il y a juste à citer Abu Dhabi 2021, qui lui a fait prendre juste des menaces de mort. Voilà, donc arrêtons-nous là. 10 points pour Latifi, il a littéralement changé l'histoire de la F1 sans le vouloir, et 8 points pour Maldonado, où il a foutu le bordel, c'était le chaos, mais ça passe, à peu près. Et donc si on fait les comptes, j'ai un problème parce que Maldonado 54, Latifi 54. Je suis emmerdé là. Alors le mieux, on va changer un peu le concept à la fin, c'est de te demander à toi, comment tu départagerais les deux? À qui tu vas donner le point de la victoire? Et tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut le dire en commentaire. Encore une fois, le but les amis, c'était de faire une vidéo fun, sans se prendre la tête, en revenant un peu sur les événements qui font que la F1, c'est un sport si intéressant qu'on adore regarder. Alors inutile de vous insulter en commentaire, inutile non plus de m'insulter en commentaire parce que vous serez directement banni. Voilà, en attendant, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si vous aimez les lives, il y a aussi Twitch maintenant, donc ça peut être cool si vous voulez qu'on parle ensemble et qu'on passe un petit moment. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt et kiffez parce que la F1 ça reprend. Et que moi, je me relance pour refaire des autres vidéos, je crois. Hein. Voilà, allez, ciao les gars.